Alors, il y a beaucoup d'informations dans ces slides, donc bien évidemment, vous y aurez tous accès. Donc moi, je vais me concentrer plutôt sur les grandes lignes. Donc, comment se mettre en conformité? Voilà, la réglementation, qu'est-ce qu'elle indique exactement aujourd'hui? Donc, première étape, il faut suivre, enregistrer et analyser en continu par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire. Donc ça, c'est très important au niveau de la consommation énergétique. Aujourd'hui, pour pouvoir optimiser correctement on va dire la consommation énergétique, il faut être en capacité de pouvoir en analyser les données. Donc finalement, pour avoir une analyse suffisamment fine, c'est-à-dire que ça reprend un petit peu ce que je disais précédemment, on va pas avoir le même usage dans une salle de restauration et dans une salle de réunion, dans un open space, dans un bureau fermé. Donc être en capacité d'analyser finement en continu toutes ces données-là, finalement, ça va permettre derrière de mettre les bons scénarios d'usage au niveau de la GTB et de la GTC. Il faut bien évidemment être en capacité de situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence. Donc ça, c'est très important et on corrèle complètement par rapport au décret tertiaire, c'est que en ayant des BACS suffisamment performants qui vous renseignent sur la consommation énergétique du bâtiment, de fait, vous allez également savoir si vous êtes en conformité par rapport au décret tertiaire ou en tout cas, quels sont les efforts à fournir encore à ce jour pour être en conformité à horizon 2030 via le décret tertiaire. Être interopérable, on en avait déjà un petit peu parlé avec les différents systèmes techniques du bâtiment, et puis permettre un arrêt manuel et la gestion autonome de tous les systèmes techniques du bâtiment. Ça, c'est très important, et également d'être en capacité de pouvoir les piloter à distance. Donc, par système technique de bâtiment, on entend tous les équipements techniques, c'est-à-dire qu'on ne se concentre pas uniquement sur les équipements de CVC. Bien évidemment, ça représente, on va dire, une grosse majorité des consommations, mais au-delà du CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, ça va être également la production d'eau chaude sanitaire, tout ce qui concerne l'éclairage, l'automatisation et le contrôle des bâtiments. Donc ça peut être effectivement tout ce qui est centrale de traitement de l'air, mais ça peut être également tout ce qui est porte, tout ce qui est ascenseur ou autre, et bien évidemment la production d'électricité sur site, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on a des centrales solaires qui sont par exemple intégrées, c'est très intéressant de pouvoir en analyser la consommation énergétique et l'autoconsommation qu'en fait le bâtiment. Voilà. Donc en réalité, on va le voir par la suite, il n'y a pas de sanctions prévues aujourd'hui dans le cadre du décret BACS. Néanmoins, indirectement, les sanctions, potentiellement, ce sera la non-atteinte des objectifs du décret tertiaire. Voilà. Donc, les dérogations possibles, aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul cas de dérogation possible et ce dernier est très bien expliqué dans le cadre de ce décret. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut faire un calcul de ROI, de TRI, qui dit que si le coût de la mise en place du BACS est supérieur, strictement supérieur à 10 ans, alors on peut être exempt finalement de cette réglementation. Pour vous donner un ordre de grandeur et pour ce calcul-là, d'abord, il faut savoir qu'il faut se baser sur des devis réels. Et c'est 2 devis réels. Donc, en fait, si on veut faire ce calcul de temps de retour sur investissement, on doit faire réaliser 2 devis par des entreprises. Et c'est le devis le moins disant financièrement qui doit être utilisé pour faire le calcul du temps de retour sur investissement. 2 possibilités, soit prendre automatiquement le fait qu'on va faire 15% d'économie, c'est ce qui a été défini dans le décret, soit passer par une étude énergétique via une simulation thermique dynamique qui peut estimer finalement le temps de retour sur investissement, qui peut estimer plutôt le gain énergétique donc de la mise en place de ces systèmes-là, et ce gain énergétique peut être utilisé dans le calcul de temps de retour sur investissement. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la seule possibilité de déroger à cette obligation. Voilà. Donc, par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le calcul du temps de retour sur investissement doit prendre en compte, bien évidemment, le coût du système, la somme des gains énergétiques en énergie finale et le coût de l'énergie pour chaque énergie qui est utilisée. Bien évidemment, si on a des sites avec multi-énergie, donc à savoir gaz, électricité, réseau de chaleur ou autre, bien évidemment, c'est tous les types d'énergie qui doivent être pris en compte pour faire le calcul de manière cohérente. Et donc, ce calcul-là doit être réalisé par un expert pour finalement vous dire si vous pouvez déroger à cette obligation.
Encore une fois, il y a pas de sanction si on ne remplit pas ce décret-là. Donc, l'objectif de cette réglementation, elle n'a pas été faite pour y déroger. C'est plutôt vraiment le bienfait de pouvoir correctement réguler, on va dire, la consommation énergétique des bâtiments. Voilà, donc c'est ce que je disais, hein, aucune sanction directe qui n'est prévue. La sanction indirecte, c'est plutôt effectivement la non-atteinte, on va dire, des objectifs du décret tertiaire qui pourrait entraîner donc, des sanctions financières ou autres. On l'a déjà vu auparavant. Si demain, si vous n'êtes pas équipé de BACS, eh bien finalement, un locataire ou un acheteur pourra potentiellement estimer que votre patrimoine n'est pas équipé pour piloter correctement la consommation énergétique et donc lui souhaitant le mettre en œuvre, eh bien il pourra faire voilà vous demander une dévalue sur votre une moins-value en tout cas sur votre patrimoine. Autre obligation qui est instaurée dans le cadre du décret BACS, c'est la mise en place d'inspection, une forme de contrôle continu. C'est donc la fréquence initiale, c'est tous les 5 ans. C'est-à-dire que donc un contrôle doit être réalisé tous les 5 ans par rapport aux systèmes qui sont en place sur site. Ce délai peut être ramené à 2 ans s'il y a une modification de l'installation, un remplacement, par exemple, d'équipements CVC, centrale de traitement de l'air, chaudière, groupe froid. Voilà, si on a des modifications des systèmes, eh bien finalement, on va ramener ce délai à 2 ans. Ou si on a également, bien évidemment, réalisé une modification directement au niveau de la GTB-GTC, pareil, le contrôle est ramené à 2 ans. Ce contrôle, c'est pareil, il est très bien détaillé sur la façon dont il doit être réalisé dans le cadre du décret. Donc aujourd'hui, c'est assez cadré de pouvoir avoir une vraie feuille de route. Donc bien évidemment, il faut que tout cela soit effectué au plus tard à partir du 1er janvier 2025. Donc rapidement, hein, que doit inclure ce rapport d'inspection? À minima, c'est les résultats des vérifications, hein, c'est-à-dire que grosso modo, tout ce qui pourrait être les contrôles de rendement au niveau des chaudières, les contrôles des installations électriques, enfin voilà. Tout ce qui est au niveau des contrôles qui sont réalisés, ils doivent faire partie de ce rapport-là. Le détail des opérations de vérification réalisées, indiquer s'il y a eu des non-conformités aux exigences au niveau des systèmes, ça c'est très important pour voir quelles sont finalement derrière les améliorations et les recommandations qui peuvent être faites dans le cadre du décret BACS. Donc, ici, c'est présenté de manière succincte, mais c'est très bien détaillé dans le cadre du décret comment on doit réaliser ce